Bonjour et bienvenue sur les ondes des humanités, c'est moi Sullivan et toujours accompagné de la section HLP du Club Cinéma, accompagné de Marie, bonjour Marie, Bonjour Sullivan. bonjour, de Raphaël, bonjour Raphaël, Bonjour. bonjour, et bien sûr accompagné de mon fidèle acolyte Alexis, bonjour Alexis. Bonjour Sullivan. Bonjour, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, on va vous parler d'un film qu'on a regardé récemment qui est Le Labyrinthe de Pan, réalisé par Guillermo del Toro, El Famoso, qui est sorti en France le 1er novembre 2006, qui dure 1h52 et que je trouve est un très très bon film que j'ai adoré. Alors on rappelle le thème de cette année qui est Monstres et Sacré, donc un film qui colle toujours assez bien avec le thème. Donc la problématique c'est entre œuvres cultes, modèles fascinants ou apparences déshumanisantes, de quelle humanité nous parlent ces miroirs? Donc là on a le miroir du labyrinthe qui nous ramène beaucoup au sujet de l'enfance. Est-ce que je pourrais avoir peut-être un petit résumé de la part de Marie? Alors oui, bien sûr Sullivan. Donc le film, il se déroule en Espagne en 1944, donc durant la fin de la Deuxième Guerre. On va suivre Ophélia, fille de Carmen récemment mariée, qui va s'installer chez son nouvel époux Vidal, qui est un capitaine de l'armée très autoritaire. Mais la jeune fille se fait difficilement à sa nouvelle vie. En se promenant, elle va découvrir près de la grande maison familiale un mystérieux labyrinthe, où elle va rencontrer Pan, le gardien des lieux, une étrange créature magique mais démoniaque à la fois, qui va lui révéler qu'elle n'est autre que la princesse disparue d'un royaume enchanté. Par la suite, il va lui demander de suivre un mystérieux livre magique qui va lui indiquer 3 quêtes de plus en plus dangereuses pour la jeune fille qui va s'avérer fatale. Alors oui, c'est vrai Marie, c'est un film fantastique je trouve, mais pourquoi est-ce qu'on pourrait dire finalement que c'est un film fantastique? Tu peux nous en parler Raphaël? On peut dire que c'est un film fantastique vu que d'une part c'est ancré dans le réel, donc dans un cadre spatio-temporel bien précis, soit durant la guerre civile en Espagne. Par la même occasion, il y a certains éléments qui nous éloignent du réel en laissant tout de même une frontière indicible. On ne sait pas si ce que vit Ophélia est vrai ou si c'est le fruit de son imagination, ce qui rend l'aspect donc fantastique de cette œuvre, notamment par des lieux comme le labyrinthe qui existent bel et bien dans la vraie vie, mais qui est le théâtre de vision ou de réalité, on ne sait pas. C'est vrai Raphaël que tu dis qu'on est ancré dans le réel avec la guérilla antifranquiste. Donc pour faire un rappel, la guérilla antifranquiste c'est une opposition armée au franquisme sur le territoire espagnol pendant la guerre civile, donc en zone nationaliste. Donc, et elle a continué après 1939 dans notre région d'Espagne. Donc il faut savoir que ces mouvements étaient d'idéologie républicaine, donc étaient communistes, socialistes et anarchistes, qui souhaitaient, en gros résumé, un retour à la constitution espagnole de 1931. On ressent vraiment ce côté très patriotique mené par les guerrilleros, donc, qui sont dans les parages, et d'ailleurs on le voit puisque Mercedes, qui est la servante de Vidal dans le QG, j'ai envie de dire, elle le rejoint la nuit dans la forêt pour leur donner des soins, de la nourriture. Et d'ailleurs, ça nous met dans une grosse intrigue, puisque du coup, on va s'attacher à ces résistants et plutôt se détacher de Vidal, ce qui montre aussi la beauté de ce réalisme. Alors, pour revenir sur le fantastique et la mixité avec le réel dans le film, il y a un exemple qui m'a marqué, c'est avec la mandragore, quand en fait Ophélia récupère un mandragore c'est le pan qui lui donne, et en fait il est tout le temps animé, on dirait un fœtus qui, euh, qui bouge tout le temps, qui crie. On sent vraiment la vie à travers cet élément. Et elle en prend soin durant un long moment. Et durant ce moment, la mère d'Ophélia, malade, commence à aller de mieux en mieux. Sauf que dès que les adultes se rendent compte du mandragore posé en dessous du lit, eh ben, ils perdent tout de suite toute vitalité. Et on pourrait donc penser que c'est l'imaginaire de Ophélia, elle, grande lectrice, qui lui fait voir ce genre de choses. C'est vrai. Et d'ailleurs, ce que je trouve qui est très bien réalisé, c'est que la mandragore est représentée par un fœtus, donc un enfant, et la mère d'Ophélia a un enfant en elle, et du coup, je trouve que c'est un rapprochement assez beau qui rend plus d'importance à cet objet. Comme si c'était le petit frère d'Ophélia ou la Ouais, voilà, mandragore qui allait survivre. exactement. Bien vu. Que- un autre exemple qui peut être donné est celui des personnages des fées qui sont donc des adjuvants d'Ophélia donc. Ils font leur apparition au tout début du film sous la forme d'un phasme. Encore une fois, l'animal n'a pas l'air réel et on se demande si c'est le fruit de l'imagination ou juste le réel, ce qui rend l'œuvre encore plus fantastique.
De même, lors de ses nombreuses péripéties, elles changeront de forme et l'aideront dans ses aventures, qui font donc de ces faits des personnages clés de l'œuvre, qui sont eux-mêmes à la frontière du réel et du fantastique. D'ailleurs, ces faits donc, sont très bien faits sur le plan visuel, donc j'aimerais quelques petites complémentarités, s'il te plaît, Alexis. Pas de problème. Alors, il faut savoir que Guillermo del Toro est assez réputé dans le domaine du cinéma pour sa capacité à rendre réel le fantastique et à bouleverser le spectateur pour que le spectateur ne sache pas ce qui démêler le vrai du faux. Donc, le film a eu un Oscar justement pour le décor, maquillage et photographie parce que on a des scènes plutôt belles comme la mort du médecin avec une mise en scène parfaitement symétrique. Et en fait, on peut renforcer le réel, enfin l'idée du réel et du fantastique, parce que certaines créatures fantastiques sont faites en images de synthèse, par exemple les fées, mais les décors, comme le labyrinthe, sont eux faits, ce sont des maquettes en fait, tout comme le phasme qui devient une fée plus tard. Donc pour ça, Guillermo del Toro s'est très bien entouré, notamment de Robert Stromberg pour les effets visuels et Eugenio Caballero, chef décorateur. Donc ces deux personnes sont assez réputées et ont plus d'une trentaine de films à leur actif. C'est vrai, tu as raison qu'il y a eu un très beau prix pour les meilleurs décors, maquillage et photographie en 2007, mais il y a également eu la Goya de la meilleure révélation féminine et du meilleur scénario original en 2007. Donc la révélation féminine, c'est bien sûr Ophélia, donc qui est jouée par Ivana Baquero. Est-ce que tu peux nous en parler, Marie? Alors oui, donc en effet, le personnage d'Ophélia il est très intéressant puisque tout d'abord on peut remarquer que son prénom n'a pas été choisi au hasard. Le prénom Ophélia fait référence à Ophélie, célèbre personnage de l'œuvre Hamlet du dramaturge Shakespeare. Donc en effet, Ophélie est un symbole de naïveté et de pureté qui va beaucoup souffrir de son passage à l'âge adulte comme la jeune Ophélia dans le film, où d'ailleurs sa mère va souvent lui faire la remarque comme quoi il faudrait qu'elle grandisse un peu. Et aussi, elle va souffrir des péripéties politiques et des stratégies, tout ça, comme Ophélia. Et Ophélie va aussi se retrouver dans des trinques politiques. Et de plus, Ophélie va avoir une issue fatale puisqu'elle va se suicider et se sacrifier par amour pour Hamlet. Donc on peut remarquer qu'il y a énormément de similitudes entre les deux et qu'il y a aussi cette notion de sacrifice. Ouais, c'est vrai, je trouve que tu as raison. C'est vrai, Marie, t'as raison, on peut bien voir une héroïne dans ce personnage, ce qui est marqué d'autant plus par les péripéties qu'elle vit. Donc les trois grandes épreuves que le livre lui dit d'effectuer. Donc dans ces trois épreuves, on y voit d'une part un grand courage de la part du personnage car il y a des monstres relativement effrayants qui sont respectivement donc un crapaud des plus repoussants. Dans un second temps, il y a un monstre à la morphologie des plus cocasses, c'est-à-dire qu'il a des mains possédant des yeux et qui se déplacent de manière peu conventionnelle, c'est-à-dire en titubant, ce qui rend un aspect assez horrifique de la scène. Donc ça souligne encore plus le courage du personnage, tout en explorant un univers des peurs propre à Guillermo del Toro. Donc cette œuvre explore aussi un monde de peur. Donc d'une part les peurs par les monstres qui sont visuels purement, mais aussi des peurs plus enfouies derrière tous ces monstres, notamment par le second qui se caractérise par donc ses mains ses yeux sur ses mains et sa démarche chaloupée. Donc il caractérise lui le temps. Donc car durant cette épreuve, Ophélie a un temps imparti déterminé par un sablier. Donc il y a un certain suspense. Va-t-elle réussir à échapper au temps qui est donc peut-être la vieillesse ou quelque chose comme ça. Mais aussi, par exemple, il y a les peurs qui sont attribuées aux monstres, mais aussi les peurs attribuées aux humains, d'autre part, par les personnages comme Vidal qui vont torturer et c'est qu'on nous montre en fait que les vrais monstres ne sont pas forcément les monstres du conte de fées, mais c'est les humains qui font des atrocités bien plus horribles. Je suis d'accord, Raphaël, mais on peut aussi prendre l'exemple de Vidal, qu'on peut voir comme un monstre ou un héros en fonction des événements qui se passent. Tu pourrais nous en parler, Alexis? Bah, moi, je peux parler un peu de la monstruosité de Vidal. Alors, il a un peu introduit à la manière de Pradel dans un film que nous avons étudié précédemment.
C'est-à-dire que dès son entrée, on sent que le personnage a une aura froide et Ouais, qu'il est imposant. voilà, il a un charisme et on sent son autorité et sa première scène vraiment d'action où on voit que il a aucune peine à tuer deux cuiséreux dont l'un est le père et l'autre est le fils. Il a aucune peine à tuer un fils devant son père. Donc on a tout de suite la, la vision de l'âme de la monstruosité de Vidal. On remarque aussi cette monstruosité, notamment lorsqu'il va torturer des gens. Il prend ça plus à la rigolade, notamment avec le bègue, où il lui fait compter jusqu'à 3 en sachant très bien qu'il va bégayer, mais il torture et puis il joue beaucoup sur le temps et c'est très, comment dire, c'est presque insupportable. Après, on peut rebondir sur la notion de héros de ce personnage, car il a une vision très attachée à celui de son père, qui, comme disent les rumeurs, est mort avec sa montre en main pour faire savoir à son fils l'heure de sa mort, mort comme un héros donc. Il est donc hanté par ce devoir d'être un héros, de mourir en tant que tel. On constate ça notamment dans certaines scènes. À un moment, il prend d'assaut des guerrilleros, donc, et il part au combat. Il regarde sa montre serrée dans sa main pour pouvoir la briser au moment de sa mort, pour pouvoir savoir l'heure. Et il y va face au danger. Et on voit à côté les hommes qui meurent par balle. Donc, un certain héroïsme du personnage, mais qui se rattache à une vision paternelle de cet héroïsme. D'ailleurs, malgré ce côté assez autoritaire de Vidal, on voit que lors d'un dîner où il est accompagné de ses souverains, ou je dirais des prêtres et tout ça, des gens haut placés, on voit qu'il a l'air un peu comme un rigolo et ne sait pas trop où se placer. Donc en fait, Vidal a quand même une part d'humanité dans sa monstruosité. C'est vrai que c'est un personnage assez paradoxal parce que en fait on le voit comme le méchant vaillant parce qu'il n'hésite pas à se sacrifier, à partir au combat avec ses confrères soldats. En fait, il montre un certain charisme, mais en même temps une monstruosité qui fait de lui tout de même un grand chef de tribu, j'ai envie de dire. Donc avec son équipe, ses soldats, sa servante et tout ça. Il montre que c'est lui le patron. En plus, on peut voir d'autre part que c'est encore plus un monstre du fait que on dirait qu'il est invincible. Qu'importe, par exemple, le coup de couteau Mercedes. c'est ça, de Mercedes sur lui, ou le fait qu'il se fasse trancher la joue en deux, il se recoue à vif et ne semble pas subir la douleur. Il semble donc intuable, même après avoir ingéré une forte dose de poison. Il continue à marcher malgré tout ça, ce qui appuie donc ce côté monstrueux du personnage. Bon, je pense qu'on arrive au terme de notre émission. Et cette fois, j'ai une envie, oui, une fois n'est pas coutume, j'ai envie de dire mon mot de la fin en premier. Donc moi, je pense que le film est très bien réalisé. Et moi, ce que j'ai adoré dans ce film, c'est surtout l'idée des quêtes. Donc on suit l'enfance, les jeux. Et du coup, ça nous rappelle un peu des souvenirs. Et puis, ça nous met du palpitant à travers les scènes. Donc c'est vraiment ce que j'ai aimé dans ce film. C'est vrai qu'on ressent, on va dire, une sorte de conte. Et moi, pour ma part, je dirais en mot de la fin, c'est la mort du personnage de Vidal. Parce que, comme son père, il voulait mourir en héros avec la montre euh, signifiant l'heure de son décès. Mais Mercedes, après tout ce qu'elle a vécu, décide de lui ôter cette mission que Vidal s'était donnée à lui-même. Donc après avoir fait toutes les monstruosités possibles, Vidal connaît le karma dans sa mort. Donc, pour moi, mon mot de la fin, ce serait le sacrifice d'Ophélia, puisque elle va devenir une héroïne sans pour autant avoir cherché à l'être, puisque elle va se sacrifier à la place de son petit frère, et c'est ce qui va rendre une scène très épique pour elle. Pour moi, ça serait plutôt revenir au nom même du film, donc le labyrinthe de Pan. Donc, tu parles le labyrinthe, donc il y a celui au sens propre, donc le labyrinthe situé à côté de la maison dans laquelle Ophélia va mourir. Peut-être aussi le labyrinthe
mental ou psychique, tout du moins, dans lequel on peut se perdre à cette période-là de la vie, à l'adolescence. Donc, c'est un beau parallèle, je pense, une belle métaphore de la vie. Voilà. Je suis d'accord avec vous, vous avez tous un très beau mot de la fin, mais comme dit le mot de la fin, c'est la fin, et du coup je tiens à tous vous remercier, merci Marie qui rigole, merci Raphaël, merci Alexis, bien sûr merci à vous les auditeurs, merci au Radio Club de Wallace qui nous permet de diffuser nos ondes sur les leurs, merci au lycée Notre-Dame et merci à moi. Donc, on se donne rendez-vous la prochaine fois pour parler de Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, un film qui est très très intéressant. Donc je vous dis à la prochaine et surtout n'oubliez pas, les films c'est la vie, mais la vie n'est pas un film. À bientôt. Bouillard.